Donc un petit point sur l'éthique et le réglementaire, sur comment on fait les essais cliniques, d'où ça vient, et ce qui se passe actuellement, comment c'est encadré et comment c'est protégé. Donc on va démarrer par un petit peu d'histoire. Donc la pratique médicale, vous savez, date d'il y a des milliers et milliers d'années, puisqu'on a retrouvé sur le Code d'Hammurabi, qui date de 1750 avant Jésus-Christ, une réglementation de l'activité du médecin déjà, activité relative au risque encouru en cas de faute professionnelle et son salaire. Donc ça se retrouve sur le Code d'Hammurabi qui date d'il y a bien longtemps. Donc je vous passe le serment d'Hippocrate en 460 avant Jésus-Christ. On va sauter après tout de suite au 18e avec la création des écoles de santé. Toute la médecine anatomoclinique et la médecine expérimentale au 19e. Et enfin les avancées thérapeutiques entre le 19e et le 20e. Donc la démarche expérimentale, le fondateur de la médecine expérimentale, c'est Claude Bernard, un grand monsieur donc, qui nous a apporté beaucoup de réponses quant à tout ce qui se passe au niveau hépatique. Donc Claude Bernard a mis en point la démarche hypothético-déductive, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait actuellement sur l'observation, les hypothèses, les expériences, les résultats, l'interprétation et la conclusion. Claude Bernard a revendiqué le droit d'expérimenter sur l'homme à condition de ne pas entraîner chez ce dernier de souffrances et d'inconvénients. Donc lui, il a été plutôt bien parce qu'il quand même, il espérait ne pas faire de mal aux personnes sur qui il expérimentait. En revanche, il n'était pas question dans son esprit de demander son avis aux patients malades. Donc il faisait, mais il partait du principe que comme il faisait du bien. Donc voilà, ça n'avait pas à poser de questions. Donc un petit focus sur le 19e quand même, pour rappeler tout ce qu'on doit au 19e. Avec Laennec, avec l'invention du stéthoscope, il a été le premier à évoquer l'auscultation pulmonaire et cardiaque. Magendie, avec la première étape de cathétérisme cardiaque, la mise en évidence des fonctions sensitives et motrices du nerf crânien, les échanges gazeux pulmonaires. Je vous ai mis tout ça dans le désordre. Il y a plein de choses au 19e. La notion de la cellule, parce qu'ici on est dans un établissement de recherche, donc parler de la cellule c'est important. Donc en 1838, la prise de la température avec un outil disponible. Au milieu du 19e, le comptage des cellules sanguines, là encore, on est dans un institut de recherche, on ne se refait pas. En 1875, à peu près, avec Malassez, s'il y a des chercheurs dans la salle, ils savent de quoi je parle. Et puis pour en revenir à ce qui nous concerne, les laboratoires pharmaceutiques, j'ai été étonnée de savoir que le laboratoire Pfizer avait été fondé en 1849 et les laboratoires Bayer et Hoechst en 1863. Alors Hoechst n'existe plus puisqu'il a fusionné avec Rhône-Poulenc-Rorer en 2000 à peu près pour faire Aventis, et Aventis c'est maintenant Sanofi. Mais Pfizer et Bayer existent toujours de nos jours. Voilà, 1831, les premières anesthésies. Donc plein de choses au 19e. Donc source de bien-être pour l'homme, peut-être source de bien-être pour nous. Je ne sais pas si au 19e c'était source de bien-être pour ceux qui ont expérimenté, puisqu'il y avait quand même une grande indifférence pour les droits fondamentaux des personnes. Donc on arrive au 20e, qui a été quand même, qui a fait de grandes choses au niveau des dérives, sur tout ce qui est essais cliniques, expérimentation. Donc on peut commencer en 1900 par l'affaire Neisser en Allemagne, où un dermatologue, juste pour voir ce que ça donnait, a inoculé du sérum syphilitique à des enfants et des prostituées adolescentes, donc sans consentement, sans accord du représentant légal, ce qui serait complètement impensable de nos jours, hein. En 1929, les USA, avec une observation sur l'évolution de la syphilis. Donc la syphilis, il y avait un traitement depuis 1909 avec le Salvartan. Et les patients afro-américains, donc histoire de voir ce qui se passait, issus des milieux défavorisés, n'ont pas reçu de traitement. Voilà, on avait un bras traitement, un bras sans traitement. Bon. La Seconde Guerre mondiale, donc je vous passe sur les atrocités commises par les nazis. Pas si loin de nous, de 1941 à 1975 en Suède, où 6000 personnes ont été stérilisées de force pour des raisons eugénistes. Et un petit dernier, mais je pense qu'il y en a encore de nos jours, mais ça doit se calmer un peu. En 1963, au Jewish Chronic Disease Hospital à New York, où des médecins ont transplanté des cellules cancéreuses chez 22 personnes âgées dans le cadre d'une recherche sur l'immunité du cancer.
Donc tout ça pour vous dire qu'au vu de ces dérives, on a commencé quand même, depuis le début du XXe, à mettre en place des textes permettant de réglementer les expérimentations. Donc la première que j'ai retrouvée, c'est la directive ordonnée par le ministre allemand des Affaires médicales en 1900. C'est le tout premier texte où on a vu apparaître la notion d'information et de consentement. On a ensuite, en 1931, toujours les Allemands, qui ont mis en place 14 directives pour la recherche, pour les nouveaux traitements médicaux et de recherche scientifique, où là sont apparues les notions de tests préalables sur les animaux avant de tester chez l'homme, la notion également de caractère indispensable du consentement informé du malade et de son représentant juridique, et la responsabilité de la direction médicale. Donc ça commence à se bâtir dans les années 30, donc ça a été un peu interrompu par la Seconde Guerre mondiale, et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ça vous le connaissez probablement tous, a été rédigé le Code de Nuremberg dans les attendus du tribunal de Nuremberg, où là, on a adopté l'ensemble, une grosse partie des éléments que nous suivons encore actuellement, avec le principe du consentement volontaire, les résultats des essais utiles pour la société, aucun essai entrepris s'il y a un risque de mort ou d'infirmité pour la personne, le risque moins important que les bénéfices attendus, éviter les effets secondaires à long terme, possibilité pour le patient de quitter l'essai quand il le souhaite, et possibilité pour l'expérimentateur d'arrêter l'essai a priori s'il y a un risque pour le malade. Ce code n'engage que la responsabilité du chercheur. Il n'y a pas encore d'avis extérieur imposé à ce stade. Mais le code de Nuremberg est réellement à l'initiative de toutes les réglementations qu'on peut avoir à travers le monde actuellement sur tout ce qui est recherche en santé. Donc la déclaration d'Helsinki, là encore vous devez être nombreux à la connaître, qui a vu le jour en 1964 par l'Association médicale mondiale. Là on reprend quand même une grande partie de ce qu'on retrouve dans le code de Nuremberg. Mais là encore, donc les expérimentations préalables, l'obligation d'un protocole expérimental soumis à un comité d'éthique. Donc ça, c'est la première fois qu'on le voit apparaître. La qualification des personnes qui effectuent les recherches, l'évaluation des bénéfices-risques, des avantages et des risques, la garantie du respect de l'intégrité de la vie privée, l'information du sujet avant sa participation et l'obtention du consentement éclairé, donc sauf en cas d'incapacité du sujet expérimental. Donc le sujet expérimental, c'est pas très beau le sujet expérimental, mais consentement et information des personnes. La déclaration de Manille, qui là spécifie que les comités d'appréciation éthique doivent être indépendants, donc elle date de 1981. À partir de tous ces textes sont apparues les recommandations éthiques du CIOMS, du Council for International Organization of Medicinal Science, en 1982. Donc ils reprennent tous les principes énoncés dans les textes internationaux concernant les recherches biomédicales. Donc essentiellement, quand je reparle de recherche biomédicale, ce sont essentiellement les essais cliniques thérapeutiques, donc les essais cliniques de médicaments. Le dernier guide du CIOMS sur le sujet date de 2002, sachant que le CIOMS produit beaucoup de textes éthiques par rapport à la recherche clinique. Enfin, le texte qui est suivi à peu près par tout le monde, qui est suivi par à peu près tout le monde à travers le monde justement, les bonnes pratiques cliniques, qui est la Bible de toute personne qui pratique la recherche clinique. Ça a été créé en 1987 par la direction de la pharmacie et du médicament. L'entrée en vigueur a été faite en 1991 dans la communauté européenne. Ça a été adopté par l'International Conference of Harmonization en 1997, et l'ICH, pour l'International Conference of Harmonization, regroupe l'Europe, les États-Unis, Canada et le Japon. Donc ça veut dire que de toute façon, tous les pays industrialisés, on va dire, suivent les bonnes pratiques cliniques. Ces bonnes pratiques cliniques ont été intégrées en tant que texte réglementaire dans le droit français en 2006 par le biais d'une circulaire. Elle est toujours en vigueur actuellement. Donc les BPC, les bonnes pratiques cliniques, sont là pour garantir les droits, la sécurité et la protection des personnes qui participent à la recherche,
la confidentialité des informations qui les concernent et la crédibilité des données. Sans données crédibles, votre recherche ne vaut pas grand-chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand vous avez un essai clinique, vous avez une partie qualité, et la partie qualité garantit certes la sécurité et la protection, mais elle garantit également la qualité et la crédibilité des données. Parce que si on investigue sur l'homme, sur les malades, tant qu'à faire, il faut avoir de bonnes données, des données solides. Sinon, c'est quand même atteindre ou provoquer des risques pour les personnes et réussir à ne pas avoir de données crédibles, ça serait vraiment un souci. Donc il y a un gros poids de la qualité dans le cadre des essais cliniques. Donc toutes ces règles s'appliquent à l'ensemble des acteurs de la recherche clinique, que ce soit les promoteurs, les investigateurs et toute personne qui y participe. Donc de nos jours, qu'est-ce qui se passe ? De nos jours, on a une législation française qui est assez dense, qui provient de la réglementation européenne pour les médicaments et qui permet la mise en place d'autorisation d'essais cliniques. Donc un essai clinique de médicaments, puisque je vais me cantonner à ça pour l'instant, on verra le reste après. Un essai clinique de médicaments s'obtient par l'agence du médicament et par les comités d'éthique, et on se doit de suivre les bonnes pratiques cliniques. Donc nous sommes actuellement à l'orée d'une nouvelle réglementation qui devrait arriver probablement avant Noël, puisqu'il y a une ordonnance qui est arrivée en juin 2016 permettant un certain nombre d'adaptations de nos réglementations actuelles. Donc je me suis permise après de vous expliquer la réglementation telle qu'elle sera probablement au 1er janvier 2017. Donc la loi de bioéthique également est importante pour nous, puisque nous particulièrement Imagine, puisque ici nous avons à peu près 400-500 chercheurs. Donc la loi de bioéthique, elle réglemente tout ce qui est greffe, collection d'échantillons biologiques, changement de finalité des échantillons biologiques. Les chercheurs travaillent à partir des échantillons biologiques humains pour pouvoir déterminer, apporter de plus amples informations sur les pathologies et en ce qui nous concerne sur les pathologies génétiques rares le plus souvent. La loi informatique et liberté, elle est là pour protéger les personnes qui participent aux recherches quant à leurs données personnelles. Donc ça encadre réellement la confidentialité et la protection des données personnelles des personnes. Donc quels sont les acteurs de la recherche clinique? Il y a 4 acteurs majeurs. Le participant à la recherche, j'en parlerai après. Donc, dans l'ordre, on a le promoteur. Le promoteur, c'est l'organisme, l'établissement, l'industriel qui organise et finance la recherche. Il est le responsable de la recherche. Il produit le protocole, il met en place tout le système qualité, tout le système éthique pour la protection et la sécurité des patients. Donc le promoteur, ça peut être un industriel, Sanofi, Pfizer, Bayer, comme on en parlait, mais ça peut être également l'INSERM, la PHP, Imagine, on peut le faire, le Généton, peuvent être promoteurs d'essais cliniques. Alors, comme on parle de transparence, vous savez qu'il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont agité la France ces dernières années. Donc, tout le monde, actuellement, doit déclarer ses liens d'intérêt. Les industriels déclarent leurs liens d'intérêt avec les investigateurs sur un site spécifiquement dédié, qui est le site transparence.santé.gouv. Donc, sachez que maintenant, un industriel qui ne déclare pas est passible de sanctions. L'investigateur. Qui est l'investigateur? L'investigateur peut être un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage-femme, donc un personnel médical en ce qui concerne les médicaments, qui sélectionne, traite et examine les personnes participant à la recherche. Le promoteur, il organise, il prépare le protocole et l'investigateur réalise la recherche, le plus souvent à l'hôpital. Il peut déléguer une partie de ses tâches à des membres de son équipe, mais demeure toujours responsable de sa recherche. Donc l'investigateur, ça va être la plupart d'entre vous, les médecins que vous voyez ou que voient les membres de votre famille pour traiter leur pathologie. Donc là encore, l'investigateur, quand il travaille avec un industriel, voit ses liens d'intérêt déclarés auprès du CNOM, du Conseil national de l'ordre des médecins, mais également sur le site de transparence.santé.gouv. C'est l'industriel qui le fait pour lui.
Ensuite, nous avons l'Agence nationale de sécurité des médicaments, donc l'Agence des médicaments, qu'on appelle l'ANSM dans notre jargon. Donc c'est l'agence responsable de santé publique et de l'enregistrement des médicaments. Elle s'assure de la sécurité des personnes dans le cadre des essais cliniques, entre autres. Donc elle est là pour évaluer, valider tous les dossiers des médicaments expérimentaux. Et là encore, les personnels de l'ANSM et les experts de l'ANSM déclarent leur lien d'intérêt sur le site de l'ANSM. Quand vous allez cliquer sur les personnels de l'ANSM, vous allez avoir leur CV et souvent vous avez leur feuille de lien d'intérêt à côté. Enfin, vous avez le comité de protection des personnes. Donc il y a 39 comités de protection des personnes qui sont les comités d'éthique français. Donc il y en a 39 en France. Lui donne son appréciation sur la pertinence éthique et scientifique d'une recherche pour que les personnes, pour protéger, en vue de protection des personnes qui y participent. Les membres du CPP, là encore, déclarent tous leur lien d'intérêt sur le site de l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Donc ça, je pense que c'était important de vous le communiquer parce qu'il y a quand même eu un certain nombre d'affaires pour de sombres histoires probablement d'intérêt dans les années précédentes. Donc actuellement, je pense que l'État a réussi à faire en sorte que les liens d'intérêt de tout le monde soient déclarés dans le cadre des essais cliniques. Donc, pour résumer, le promoteur organise, finance la recherche. L'investigateur réalise la recherche à l'hôpital. L'Agence nationale vérifie que la sécurité d'emploi du médicament et la sécurité du patient soient assurées. Le comité de protection des personnes vérifie que la protection des personnes également soit assurée dans le cadre de recherche. Donc le participant à une recherche, un malade ou un volontaire sain, toujours se rappeler qu'une participation à un essai clinique, particulièrement de médicaments, mais de n'importe quoi, c'est volontaire, donc non obligatoire, et que pour pour donner son assentiment, la personne qui participe à une recherche doit signer un consentement éclairé. Donc le consentement éclairé est signé par le patient quand il s'agit d'un adulte ou par les titulaires de l'autorité parentale quand il s'agit de mineurs. L'information, elle est elle est donnée par le médecin investigateur. Elle doit être loyale sur le déroulement de la recherche. La participant à une recherche doit savoir qu'il a possibilité de retirer son consentement à tout moment, sans justification et sans que cela n'altère la qualité de ses soins. Et la protection des données doit être garantie dans le cadre de tout essai clinique. Donc le participant à la recherche est protégé par la loi par le biais de l'ANSM, donc l'Agence du médicament, ou le CPP, le comité d'éthique, et la CNIL pour tout ce qui est informatique et liberté. Donc, reprenons. Il existe actuellement 3 types de recherches impliquant la personne humaine en France. Ces recherches sont associées ou non à la constitution de collections d'échantillons biologiques humains pour les recherches en laboratoire. C'est ce que je vous disais. Les médecins vont réaliser les recherches à l'hôpital, mais dans les laboratoires, ce sont les chercheurs. Et les chercheurs travaillent essentiellement avec des échantillons biologiques humains. Donc, on a les recherches biomédicales, ce qu'on appelle les RBM dans notre jargon, qui sont les essais cliniques. Donc, ce sont les recherches invasives, interventionnelles pour les malades. Ça peut être les essais thérapeutiques de médicaments, ça peut être les essais de thérapie génique ou de thérapie cellulaire, puisque nous en avons sur le site de Necker. Ce peut être les essais de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour de nouveaux tests diagnostiques, par exemple. Les essais de chirurgie, les essais de psychiatrie. Il y a un encadrement très très fort du Code de la santé publique pour ces essais, donc il nécessite une autorisation d'essais cliniques donnée conjointement par le comité d'éthique et par l'Agence du médicament. Pour participer à ces recherches, je vous l'ai déjà dit, il faut une information orale par le médecin qui dispense cette information aux patients ou aux malades et un consentement écrit obligatoire de chaque patient ou des 2 titulaires de l'autorité parentale pour les mineurs. Nous avons les recherches interventionnelles à risque minime. Donc celles-ci, c'est celles qui n'existent pas encore tout à fait et qui devraient exister au 1er janvier. Elles existent, mais sous un autre format qui n'est pas très pratique. Donc ce sont des recherches interventionnelles pour lesquelles le patient est suivi de façon habituelle
avec un ou quelques examens supplémentaires correspondant à des risques et des contraintes minimes. Donc par exemple, ce sont des prises de sang, des biopsies cutanées superficielles spécifiques pour la recherche, des validations de questionnaires, un examen un examen d'imagerie spécifique. Donc ces essais sont moyennement réglementés par les codes de la santé publique. Et là, il faut obtenir un avis de CPP et envoyer une information auprès de l'Agence du médicament. Là encore, information orale, consentement du patient. Et comme nous, on est dans un établissement de santé où on fait de recherche, où nous faisons du soin de la génétique à tous les étages, il nous faut un consentement écrit obligatoire. Enfin, les recherches non interventionnelles, donc là je vais être très brève, ce sont toutes les recherches sur données sans aucune contrainte supplémentaire. Là encore, elles vont nécessiter un avis de comité d'éthique et une autorisation de la CNIL pour tout ce qui est données de santé. Là encore, en ce qui concerne Imagine et probablement Necker, il faut également un consentement écrit obligatoire puisqu'il y a de la génétique et le recueil des origines ethniques, puisqu'on fait rarement de la génétique sans origine ethnique. Donc je vais aller directement à ce qu'il faut retenir. Les études interventionnelles ont un encadrement réglementaire fort. Donc les bonnes pratiques cliniques sont appliquées aux États-Unis, en Europe, au Canada et dans tous les pays industrialisés depuis à peu près les années 90. Nous avons un renforcement très fort des déclarations de conflits d'intérêts depuis 2011-2012. L'investigateur est le garant de l'éthique, il informe et reçoit le consentement de chaque participant à une étude. Pour les participants à une étude, le retrait du consentement est possible à tout moment, sans justification et sans influence sur la qualité des soins. Et en ce qui concerne la recherche, il y a une importance capitale dans le recueil des échantillons biologiques humains pour les recherches en laboratoire qui permettent d'apporter des éléments complémentaires sur l'histoire de la maladie. Je vous remercie.